Un diaporama de quelques pages, je dirais en couleur parce que ce document va être aussi présenté à la faculté d'Amiens vers un public d'étudiants dans quelques jours. Vous avez le droit de... En fait, je sais pas... Mardi de la fac. Oui. Qui sera aussi? On le verra deux fois. Bon. Voilà, donc les deux logos, donc l'ADEP, puisque les bourdons, c'est d'abord une étude faite à partir de l'association des entomologistes de Picardie. Alors pourquoi avec Picardie Nature les bourdons? Parce que je rentre les données de bourdons dans la base en ligne de ClickNat. J'étudie aussi d'autres abeilles sauvages, mais que je ne rentre pas pour l'instant dans la base ClickNat, c'est un peu compliqué, ça viendra un peu après. Donc les bourdons par contre bénéficient d'une cartographie sur le site. Je n'ai pas dit, donc la naissance, on va dire la genèse de l'étude des bourdons, la mienne en tout cas, sur la région, ça date de 2009 seulement. Alors là, les bourdons, ils font partie des abeilles sauvages, donc la famille, la super famille qu'on appelle les Apoidea, les apoïdes. Alors on a un petit bourdon ici qui va nous accompagner tout le long du diaporama, c'est celui-ci, Bombus silvarum. Je vais parler latin, je ne peux pas parler en français parce que je n'ai pas révisé les mots français. Par contre, ils existent, c'est ça qui est un peu intéressant. Mais je ne les ai pas révisés. Donc là, les flèches vous indiquent dans ce panel d'abeilles des bourdons. Voilà. Donc, voilà. Ici, un Bombus pascorum, très commun, un hypno, je ne sais pas, voilà, sur l'avant, et puis là, un Bombus terrestris. Après, vous avez un lot d'abeilles autres. Mais ce n'est pas le sujet de notre exposé. Il y a 6 grandes familles d'abeilles dans les apoïdes en France. Et donc les bourdons font partie des Apidae. Donc dans cette famille, vous avez aussi, en comparaison, la fameuse abeille mellifère, par exemple. Et il y en a bien d'autres comme genre. Voilà, donc j'oublie toujours quelque chose à dire. Avant, comme on était dans la famille des abeilles, donc les abeilles en France, ça représente environ 876 espèces, et les bourdons en France, ils sont à peu près 48-46, je crois. Et dans le monde, les bourdons, c'est 250 espèces, environ. Un bref rappel que j'avais déjà fait il y a 2 ans sur l'écologie, qu'est-ce que fait un bourdon. En 1, donc vous avez une reine qui se réveille... qui s'enterre l'hiver, au printemps. Donc elle se réveille, elle sort de son petit trou, elle va butiner les premières grains de pollen qu'on trouve dans la nature, là c'est du sol. Ensuite, en 3, elle trouve un autre petit trou de micro-mammifères. Il faut savoir que les bourdons, finalement, la plupart des espèces sont dépendants des cavités naturelles, souvent au niveau du sol. Il n'y a qu'une seule espèce, qui est le bourdon des arbres d'ailleurs, qui est capable de faire des nidifications dans les boîtes aux lettres, au-dessus des arbres, dans les vieux troncs d'arbres ou aussi dans les cache-moineaux des maisons. Une seule. Tout le reste doit utiliser le sol. Que ce soit la litière ou des petits trous. Donc elle fabrique des petits pots comme ça, en cire, donc elle possède pour ça un tas d'artifice. Dedans, elle met de la nourriture sur laquelle des œufs qui seront pondus vont pouvoir se nourrir. Les larves de l'arbre, puis ensuite devenir après des ouvrières. Ces ouvrières vont butiner, vont aider la reine. Dans un 5e temps, là c'est plutôt en période estivale, il va y avoir donc c'est des ouvrières qui ne vont pas devenir des reines au printemps, puis après en été des femelles qui vont pouvoir s'accoupler avec des mâles. Et puis la femelle qui sera donc fécondée va s'enterrer, va chercher elle aussi un petit trou dans la nature. Elle va d'ailleurs pas forcément réutiliser la cavité qui a vu sa naissance. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le bourdon, déjà, il a un cycle assez long comparé aux autres abeilles sauvages. Donc, en cela, il est plus vulnérable, surtout dans nos régions agricoles. Il y a une partie des bourdons qui sont plutôt printaniers, d'autres plutôt estivales. Mais globalement, ça se chevauche assez. Les bourdons font partie des abeilles à langue très longue, finalement. Donc là, au milieu de ce graphique, on voit une plante avec une grande corolle, et on voit la langue là en rouge. Je ne sais pas si vous la voyez. Ce truc-là, voilà. Donc ça leur permet d'aller butiner des plantes à corolle profonde. Voilà. Donc dans leur alimentation,
on aura une grande majorité de labiers ou de légumineuses. On va juste retenir cette idée-là, parce qu'après ça reviendra après en termes de conséquences de disparition des espèces. La reconnaissance et l'identification, c'est quelque chose de finalement d'assez dur. Les bourdons en particulier dans le monde des abeilles. Sauf que c'est beaucoup moins dur dans la moitié nord de la France. Qu'on peut identifier dans la moitié nord de la France en plaine, hein, et non pas à l'étage montagnard ou submontagnard. Bon, ça va. Il y a un nombre restreint quand même d'espèces sur lesquelles on peut s'en sortir avec des clés de détermination aujourd'hui qui existent et qui ont surtout été élaborées par les Anglais et les Belges. Alors par exemple, notre petit Bombus sylvarum, eh ben, on va le retrouver dans ce genre de robe. Là, c'est un plan schématique que le spécialiste français Gilles Mahé a créé à l'époque, enfin il y a quelques années déjà. Qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? On s'aperçoit par exemple qu'on appelle les culs rouges. Vous voyez ce que c'est un cul rouge? Vous le voyez ou pas? Oui, on remarque qu'il y a cul rouge, voilà. Eh bien, vous avez le choix où il y a combien d'espèces possibles? 8 espèces. Non, il y a 8 espèces qui peuvent se rapporter à cette robe-là, à cette ornementation-là, on appelle ça aussi un pattern. Alors, vite fait, dans le monde, les points rouges et les points chauds en termes de biodiversité sur les bourdons. Donc, vous voyez, plutôt, ce sont des insectes en d'autres termes, je crois, c'est comme ça qu'on dit, qui ont une capacité de résister au froid et de contenir un petit peu leur énergie. Donc on a un grand nombre d'espèces finalement en Europe, plutôt dans la zone méditerranéenne, et vous voyez qu'en fin de compte, pour le reste du monde, on a une biodiversité qui est bien moindre. Hein. On a quand même beaucoup de choses au-dessus un petit peu en Asie centrale. Puis après, dans le monde équatorial ou l'hémisphère sud, on a beaucoup moins de choses. Donc, en France, comme en Europe, l'étude des bourdons, regarder un maximum d'espèces, ça fait partie quand même d'un enjeu. D'autant plus que je ne l'ai pas dit parce que c'est un discours assez récurrent, c'est quand même parmi les abeilles sauvages les plus performants en termes de pollinisation, de très loin. Et alors qu'il y a peu d'espèces 46 par rapport aux 800. Donc là, le nombre d'espèces, donc pas les articles 120, en article 25, mais l'article c'est 43, je ne sais plus à quoi ça correspond ça vraiment. Région du Japon 25, bon voilà. Ce qui est important, c'est 48 espèces en France. Voilà. 31 en Belgique, alors ça c'est important, 31 ça comprend aussi toutes les données historiques. La Belgique étudie ses abeilles depuis 100 ans quasiment, et l'Angleterre ça fait 100 ans. Donc ils ont un recul énorme, avec des grosses publications. L'Angleterre il y a vraiment 23 espèces. Voilà, alors 23 espèces en Angleterre, j'ai dit 32 en Belgique. Alors nous, on est en Picardie, on a 5 espèces qui m'ont revu et 18 espèces que j'ai pu retrouver depuis 2010 environ. Alors voilà, donc en fait, historiquement, les données historiques et actuelles montrent un total de 23 espèces, ce qui correspond grosso modo à la faune d'Angleterre. Alors, on a des petites études comparatives qui commencent à se faire maintenant. Massif armoricain, c'est le Grécia surtout qui étudie ça, des confrères de Massif armoricain, Bretagne surtout. Donc 28 espèces. Avec des choses passablement rarissimes. Je crois qu'il y a une espèce qui a été trouvée une seule fois sur une île. Bon, voilà. Et en Basse-Normandie, 25 tout de même. Donc, on n'est pas encore au bout de l'étude. On n'est pas arrivé encore à l'exhaustivité en Picardie, je ne crois pas. Parmi les bourdons qui sont en rouge, là, vous voyez, Mélis, Dicyngrambus, Pomorum, tout ça sont des espèces qui dégringolent aussi dans le sud de la France, il ne faut pas croire. Et justement, tout à l'heure, on parlait c'est Thibaut qui parlait du réchauffement climatique. En 2013, Pierre Rassemont, qui est le spécialiste belge, a sorti un article sur l'Aveyron, et dans lequel il met parfaitement en valeur, puisqu'il y avait beaucoup de recul sur ce département, d'études sur les bourdons. Donc depuis 2003, il y a eu une grosse canicule, et toutes les espèces rares ont quasiment disparu en une année. Puisque après, en 2007-2010, ils ont recherché
des espèces qui se trouvaient communément, il ne les retrouvait absolument pas, ou très peu. Donc il n'y a pas forcément que la disparition des bourdons, enfin en tout cas il y a des espèces qui grimpent, des espèces qui se cassent la figure, c'est pas forcément à cause des biocides et puis la disparition des plantes. Ça, on va y revenir un petit peu après. Alors là, c'est mes petits graphiques à moi, parce que là, ça concerne vraiment l'étude des bourdons en région contemporaine, donc c'est le nombre de captures par espèce. Alors c'est assez biaisé comme schéma. Vous avez des espèces classiques comme l'Apitarius, c'est le fameux queue rouge et tout noir, il vole partout dans les jardins, dans tous les milieux. Toute une série d'espèces à peu près communes, mais là il y a des problèmes. Là, ce sont des espèces rares, mais tout ça correspond en fin de compte à une bibliographie que j'ai introduite dans ces calculs, ce petit calcul qui sont issus d'un travail du conservateur des espaces naturels. C'était une étudiante qui avait fait ça à l'époque, sur des landes dans l'Oise. Donc forcément, alors dans les landes, il y a 2 espèces ou 3, en tout cas, une qui est vraiment inféodée à ce milieu. Ils l'ont beaucoup prélevé, forcément ça a augmenté les chiffres. Donc pour l'instant c'est un petit peu faussé. Je ne pouvais pas en inventer. Donc notre Bombus sylvarum qui nous suit, parce que je vais parler beaucoup de lui à la fin, il est quand même dans les derniers. Il n'y a pas beaucoup de captures de cette espèce. Alors, les espèces les plus souvent rencontrées. Pardon. Alors essayez de regarder bien les patterns des photos que je suis en train de montrer. On a ici un Bombus pascorum, là on a Hypnorum, c'est un bourdon, c'est là le bourdon des arbres, mais qui est capable de nidifier un petit peu dans les hauteurs. Vous le trouverez facilement dans votre jardin. C'est certainement celui-là le plus agressif. Les autres ne le sont pas. Celui-ci, il ne faut pas trop tourner autour, parce que justement, si vous approchez d'un tronc d'arbre où il nidifie, il ne va pas aimer, et là, la colonie peut partir rapidement vers vous. J'ai déjà fait l'expérience en arrêt de Bob. Là, c'est l'Apidarius, le bourdon des pierres, très, très classique, terrestris, et Lucorum. Voilà, ça me revient. Ces deux-là, c'est pareil, vous les trouvez dans votre jardin très facilement. Normalement, s'il y a un minimum de plantes, enfin de fleurs. Et puis des espèces très peu contactées. Alors non, je mets là. Donc, regardez bien, par exemple, la Bombus muscorum en bas à gauche. Si je reviens en arrière, par rapport à Pascorum, c'est quasiment la même chose. Donc, d'où la nécessité de prélever. On ne peut pas faire autrement. Là, par contre, on a un autre bourdon, c'est un bourdon parasite, parce que je ne l'ai pas dit, il y a des bourdons vrais et des bourdons parasites, qui, eux, ne font pas de colonie, mais qui vont investir une colonie d'un bourdon vrai, et puis pondre les œufs et profiter de l'emmagasinement de nourriture fait par leur hôte. Et ici, on retrouve notre fameux Bombus sylvaris, ici avec une photo originale de Nicolas Vanstein, ici. Donc ça, c'est une détermination sur photo par le spécialiste national Gilles Maé. Donc je suis très content parce que c'est la seule vraie photo de carte qui existe pour l'instant de cette espèce. Je me suis un peu amusé à voir dans quel milieu j'avais le plus prospecté. Alors, juste pour montrer qu'il y a encore beaucoup à faire, les landes, alors là, les landes, c'est pas moi, ça fait partie de cette fameuse étude, je suis pas conservateur d'espace naturel. Alors, je traîne souvent mes chaussures sur les coteaux, je les traîne beaucoup dans mon jardin. Dans les friches jachères prairies, il n'y en a pas beaucoup, mais ici, par exemple, c'en est une. C'est une jachère synégétique, je ne sais pas comment dire. Jachère de chasse, c'est un truc de chasseur, mais c'est très fleuri finalement. C'est pas très loin de chez moi, dans la Somme. Forêt, bois, lisière, il y a aussi des choses intéressantes, malgré ce qu'on croit que ce soit dans des milieux pas très fleuris, c'est vrai, mais finalement, les bourdons se nourrissent aussi beaucoup sur les arbres, lorsqu'il y a du pollen, et puis ce qu'on apprécie beaucoup dans les forêts, finalement, c'est les clairières, parce qu'elles vont emmagasiner un peu de soleil, un peu de chaleur, puisque à l'abri des vents, et ça c'est assez important pour toutes les abeilles d'ailleurs. Dès qu'il n'y a pas de vent et qu'il y a un peu de soleil,
ça chauffe très fort, et là on a souvent, d'ailleurs on repère facilement les abeilles parce qu'il y a aussi du papillon qui vole autour. Un peu les mêmes trucs. Ça c'est la petite maison, c'était déjà une présentation que j'avais faite il y a 2 ans. C'est juste pour vous montrer que dans un jardin, sur ce petit espace devant, sur 2-3 pieds de lavande, on peut trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 espèces. Ce qui est déjà pas mal. Voici la fameuse étude, c'est Armel, c'est ça, Armel Andrieux, qui avait fait je trouve vraiment un travail très beau. Et là, vous avez Bombus magnus, qui est vraiment inféodé quasiment à la lande. Voilà, donc une raison de plus pour sauvegarder les landes. Ici, on arrive à une petite espèce patrimoniale, en tout cas dans le nord de la France. Non, c'est juste pour vous montrer que sur il y a de la cartographie. On a ici, alors toutes ces cartographies-là, elles ont déjà bien évolué. Ce document-là, je l'avais créé il y a un moment, mais j'avais décidé d'arrêter les cartographies à une certaine date. Donc, il manque presque 1 an et demi de données là-dessus. Donc le bourdon des pierres le plus commun, c'est à gauche. Un bourdon un peu moins commun, c'est le rond, voilà. Et puis notre bourdon pas commun du tout, c'est Bombus sylvarum. Bombus sylvarum, je l'ai trouvé grâce à Sébastien Maillet. Tu reconnais Sébastien, non? Si. Oui. Voilà. Je l'ai trouvé donc, c'est pour ça que ce matin je posais les questions des voies ferrées. Je l'ai trouvé le long d'une voie ferrée à La Falloise, qui est un village dans la Somme. Il y a encore des beaux coins là-bas. Donc il y a avant, après. Voilà, donc j'avais trouvé Bombus sylvarum là-dedans, j'étais très content. Il y avait déjà une grosse densité d'aploïdes et de papillons. Il y avait le petit papillon sympa là aussi. L'Indus frêle, voilà, par exemple. Donc il y avait 80 plantes à fleurs déterminées par Sébastien. Et puis 2 ans après, voilà, j'ai vu ça. Bon, sauf que 2 ans avant, j'avais déjà interpellé la SNCF, ils m'avaient enregistré le dossier, j'ai relancé 3 fois, j'ai jamais rien eu. Bon, voilà, donc c'est vraiment à creuser, en tout cas avec la SNCF, on doit faire la France pour essayer de faire des choses, parce que là, il y avait pas mal de choses intéressantes. Ils ont fait quoi? Alors, ils m'ont bien enregistré le dossier tout de suite, signé. Ah, qu'est-ce qui a été construit? Je sais pas. Je suis pas retourné. Là, quand j'ai vu ça, j'étais un petit. Alors, en plus, c'est là où il y avait vraiment le maximum de fleurs. Alors, bien sûr, la bestiole, elle va peut-être certainement résister à droite à gauche, mais c'était vraiment là où c'était le plus sympa. Après, c'est long, hein. Il y a beaucoup de longueur, hein. Le concept est long, mais comme quoi tu trouves un truc intéressant, et puis jamais j'aurais pensé qu'il y aurait des travaux là. Voilà, j'estime que c'est un raté, parce que j'avais interpellé SNCF 1 an et demi avant, 2 ans. Bon, pour étudier les Bourbons, il y a quand même de la littérature en tout genre. C'est-à-dire plutôt de tout niveau. Donc, les bouquins, je les ai ramenés pour ceux qui s'intéressent, ils sont là. Donc, ça, c'est un tout petit bouquin anglais, c'est déjà très très bien pour commencer avec une binoculaire. Mais sinon, on peut se contenter de choses pour reconnaître à peu près. Il y a des bouquins un peu vulgarisateurs, comme par exemple Le Bourbon au milieu d'un auteur français, et d'ailleurs le seul bouquin en français. Ici, c'est... Oui, parce que ça, c'est en anglais, c'est suédois. Ça, c'est en italien. Ça, c'est un très bon bouquin anglais. Et ça, c'est même un bouquin un petit peu poétique. On voit des images sur toi. Enfin, ouais. Alors ça, je l'ai lu en Italie en m'envoyant de l'argent liquide. Parce que c'était gratuit, mais il y a un gros problème pour l'avoir. Bon. J'ai dû discuter avec la secrétaire de l'association. 5 €. C'est vrai, c'est pas qu'un billet. En fait, dans le message, je disais je veux payer en cash, et elle disait c'est quoi cash, ils ne comprennent pas. Donc c'est vrai qu'en Italie, on ne parle pas français, pas forcément bien anglais, ils ne parlent pas forcément anglais. Voilà. Donc vous avez du mal à se comprendre. Bon voilà, ça c'est la propagande. Voilà.